a changé un peu le concept. C'est qu'on voulait donner la parole aux gens de Charlevoix, qu'ils soient natifs de Charlevoix ou qui demeurent actuellement de Charlevoix, même s'ils sont natifs d'ailleurs. Et le mot, c'est le conte, c'est les chansons, c'est quelqu'un qui est capable de lire un beau texte, la poésie. C'était moi qui voulais dire. Ah, c'est toi? Dis-le, t'es là, mais c'est même super. En fait, l'idée, c'est qu'on voudrait valoriser la langue française, que ce soit la langue populaire, que ce soit la langue, les mots en général, que ce soit la langue littéraire. Donc, ce qui nous intéresse dans cette nouvelle formule dont vous parlez, Robert, c'est qu'on peut inviter dans nos veillées contes, qui s'intitulent au départ contes, mais on peut inviter n'importe qui va chanter les mots, ou les parler, ou les réciter, ou les slammer. Et donc, notre premier invité honoré, c'est Guillaume qui va nous chanter les mots de la tradition de Charlevoix. Et c'était ça notre idée de renouveler un peu le concept des veillées contes. Et après ça, après Guillaume, moi je vais venir vous raconter deux petites histoires. Et on va prendre une petite pause pipi. Et après ça, Claire-Lise va revenir. Donc Guillaume d'abord. Guillaume d'abord, excusez, Claire-Lise. Et après ça, on verra s'il y a des gens en salle, ça veut dire de venir nous raconter quelque chose. Si vous avez envie à un moment donné, à la fin, de venir raconter une petite histoire, ce sera possible. On vous prévient qu'on vous offrira la possibilité. Donc voilà Guillaume, que la plupart des gens connaissent. Bienvenue. On va en terrain inconnu. Dans la ville de Paris, il y a une princesse, et il y a une princesse plus belle que le jour. Trois braves capitaines qui vont lui faire la cour. Le plus jeune des trois la prend par sa main blanche. Montez, montez la belle sur mon cheval gris. À Paris je vous mène dans un hôtellerie. Mais quand elle fut rendue là-bas dans cet hôtel, souper, souper la belle, avec bon appétit, avec un capitaine, vous passerez la nuit. Finissant ces paroles, la belle a tombé morte. Sonnez, sonnez les cloches, sonnez bien doucement, car voilà ma mi-morte, j'en ai le cœur dolent. Nous la ferons enterrer, cette aimable princesse, dans le jardin de son père, là où nous l'avons prise. Nous prierons Dieu pour elle, qu'elle aille dans le paradis. Son père se promenait tout le long de sa fosse. Ouvrez, ouvrez ma tombe, mon père, si vous m'aimez. Oh,
Ben, c'est ça. Pour ceux qui me connaissent un petit peu moins, je m'appelle Guillaume Savard. Je viens de Ville-Rocher. Je salue les gens du groupe, les gens de Ville-Rocher. Il y a même un gars assez passoire qui vient de Ville-Rocher. Ville-Rocher, qui est installé à Québec. Il est venu nous voir, c'est comme. C'est le fun de voir ce monde-là aussi. Je reprends des chansons qu'elle disait sur l'autre discours, que mon grand-père, Alphonse Morneau, chantait. C'est des chansons que lui avait appris de sa mère. C'est un petit peu comme ça. C'est des chansons qui sont transmises de génération en génération depuis lurette. Fait que je m'amuse un peu à répéter ce répertoire-là. Le répertoire aussi qui s'échange. On rencontre des gens. Puis, c'est un petit peu ça qu'on va explorer là, pendant les prochaines heures. J'y vais de façon a cappella, comme vous avez pu voir, ça veut dire avec pas de musique. Un petit peu comme ça se faisait à l'époque, quand ça se réunissait, je suis un puis je suis l'autre, là, pour les soirées d'hiver, histoire de se divertir et vrai. Mais la musique, ça servait à faire danser. Puis quand quelqu'un d'autre voulait se lever et chanter une chanson, ben, c'était a cappella que ça se faisait. Puis dans ce temps-là, ben, il y avait ce qu'il y en appelait des chansons à répondre. Hein, il y en avait un qui venait, puis les autres, ben, ils répétaient. Voyez-vous venir un peu? Oui. On va y aller tranquillement, on va essayer ça, si vous êtes à l'aise avec ça ou pas, puis on verra après ça en cours de route comment est-ce qu'on va finir avec ça. On va partir tranquillement. Petite galiote, toi qui vas dans ces îles. Essayez ça. Petite galiote, toi qui vas dans ces îles. Toi qui vas dans ces îles, fais ainsi le voyage. Prie Dieu qu'il te conduise, soit ton équipage. Quand nous fûmes à la pointe de Toulon, vous les allez. Quand nous sommes à la pointe de Toulon, trois gros navires anglais qui venaient pour nous prendre. Petit navire français, voudrais-tu bien te rendre? Nous sommes 20 ou 30, mais tous du même accord. Nous sommes 20 ou 30, mais tous du même accord. Nous souffrirons la mort plutôt que de nous rendre. Mettrons le feu à bord, nous ferons de la cendre. J'ai encore plus fort à ce moment-là, c'est pas grave. Avons pour avantage trois vaillants charpentiers. Avons pour avantage trois vaillants charpentiers. Ils ont tant travaillé qu'ils nous ont mis étanches. À la grâce de Dieu, nous rentrerons en France. Nous arrivons en France à grands coups de canon. Nous arrivons en France à grands coups de canon. Les canons ont tiré pour saluer la ville. Vive le roi Louis, notre navire arrive. Oh, venez voir, mesdames, venez voir ce vaisseau. Oh, venez voir, mesdames, venez voir ce vaisseau. Venez voir ce vaisseau, mon bâtiment de guerre. Voilà, c'est un passé qui n'a pas vu la terre. On va accélérer le rythme. Hein? On va recouper à ça. On va accélérer la cadence tranquillement.
Ce qui me portera le bois, moi qui suis petite. C'est ce monsieur que voilà là, a-t-il pas bonne mine là? Belle attendez, j'irai vous reconduire. Belle attendez, j'irai vous reconduire. C'est ce monsieur que voilà là, a-t-il pas bonne mine? Dans le bel feu passer le bois, la belle se mit à rire là. Belle attendez, j'irai vous reconduire. J'irai vous reconduire. Quand la belle fut passée le bois, la belle se mit à rire. Belle qu'avez-vous, qu'avez-vous à tant rire là? Belle attendez, j'irai vous reconduire. J'irai vous reconduire. Belle qu'avez-vous à tant rire? Je ris de toi et je ris de moi, de nos folles entreprises et là. Belle attendez, j'irai vous reconduire. J'irai vous reconduire. Je ris de toi et je ris de moi, de nos folles entreprises. De m'avoir fait passer le bois, sans petit mot me dire et là. Belle attendez, j'irai vous reconduire. J'irai vous reconduire. De m'avoir fait passer le bois, sans petit mot me dire. Belle revenez, je vous donnerai 100 livres et l'or. Belle attendez, j'irai vous reconduire. J'irai vous reconduire. Belle revenez, je vous donnerai 100 livres. Ni pour 100, ni pour 200, ni pour 3, ni pour 1000 et l'or. Belle attendez, j'irai vous reconduire. J'irai vous reconduire. Ni pour 100, ni pour 200, ni pour 3, ni pour 1000. A fallu plumer la perdrix, du temps qu'elle était prise et l'or. Belle attendez, j'irai vous reconduire. Belle attendez, j'irai vous reconduire. Y en a-t-il qui ont connu ou qui ont entendu parler d'un monsieur Marcel, je l'ai écrit, Marcel Tremblay des Époulements. Tu nom des Époulements? Oui. Monsieur Marcel Tremblay des Époulements. Ça vous dit quelque chose? Moi, j'ai connu Pierre Pilote autrefois. Chanteur. Lui, c'est un chanteur. C'est une chanson qui vient de lui. Il a été collectée là, sur aux archives de folklore. Et puis la prochaine pièce vient de ce monsieur-là. Maurice, Les Époulements. je ne savais pas l'autre Marcel. Alors, il écrit pas cette chose-là. Sur le fond de l'ombre, un bal fut donné. Sur le fond de l'ombre, un bal fut donné. Et l'homme demanda sa mère pour aller danser. L'homme demanda sa mère pour aller danser. Non, ma fille, tu n'iras pas danser. Non, ma fille, tu n'iras pas danser.
monte dans sa chambre et se met à pleurer, monte dans sa chambre et se met à pleurer. Voit venir son frère qui revient du guerrier, voit venir son frère qui revient du guerrier. Mon frère, m'y mènerais-tu penser, mon frère, m'y mènerais-tu danser? Mets ta belle robe de satin blanc brodé, mets ta belle robe de satin blanc brodé. Celles son cheval, aux balles en sont allées, celles son cheval, aux balles s'en sont allées. Sur le pont de l'île, le pont leur a cédé, sur le pont de l'île, le pont leur a cédé. Malgré père et mère, tous deux se sont noyés, malgré père et mère, tous deux se sont noyés. Les cloches de Londres se sont mises à sonner, les cloches de Londres se sont mises à sonner. La mère demande qui s'est noyé, la mère demande qui s'est noyé. C'est votre fille et votre fils bien-aimé, c'est votre fille et votre fils bien-aimé. Grand Dieu du ciel, venez m'y consoler, grand Dieu du ciel, venez m'y consoler. Voilà ce qui arrive à ceux qui vont danser, voilà ce qui arrive à ceux qui vont danser. Malgré père et mère, tous deux se sont noyés, malgré père et mère, tous deux se sont noyés, malgré père et mère, tous deux se sont noyés, malgré père et mère, tous deux se sont noyés. Vous dites quelque chose? Oui. Oh oui. Ouais? Ah oui. J'ai entendu ça sur un disque pour enfants, moi. Ben voyons donc. Chanson ancienne pour enfants que je faisais jouer à ma filleule dans les eaux. Ben ça vient de Zéboulet. On a la même chanson traditionnelle en France et la morale, c'est voilà ce qui arrive aux enfants qui désobéissent. Alors, une fille qui chantait, moi, je suis piquée. Je m'attendais à cette fin-là, parce que c'est Ok. les filles ne doivent pas désobéir, encore une fois. Ouais, la tradition orale, c'est ça, hein, ça prend des. Ah! C'est plus pareil maintenant. Non, là! Les filles ont bien changé. Bah, on veut jamais, parce que c'était. Elles désobéissent. On y va avec. Le péché, ça, Il faut réembarquer un petit peu. Tout le monde que tout le monde connaît, je pense. ça fait bouger les pieds, tout le monde. Oui. C'est sur les bords du Saint-Laurent, vite en France, c'est l'amour qui la prend. C'est sur les bords du Saint-Laurent, il y avait une jolie fille. Il y avait une jolie fille, Lolo, il y avait une jolie fille. La plus jeune, si provenant, et pourtant c'est l'amour qui la prend. La plus jeune, si provenant, revenir la vivre. Revenir la vivre, Lolo, revenir la vivre. Si mon amant était dedans, puis pourtant c'est l'amour qui la prend. Si mon amant était dedans, je serais la plus heureuse. Je serais la plus heureuse, Lolo, je serais la plus heureuse. Mais son amant n'y était pas, et pourtant c'est l'amour qui la prend. Mais son amant n'y était pas, la belle tombe malade. La belle tombe malade, Lolo, la belle tombe malade. On fait venir le médecin, et pendant c'est l'amour qui la prend. On fait venir le médecin, le meilleur de la ville. Le meilleur de la ville, Lolo, le
là, Karine les temps. Répand de là-haut qui l'apprend. Marie est là, Karine les temps. La belle se mit à rire. La belle se mit à rire, non là. La belle se mit à rire. La belle se mit à rire, non là. La belle se mit à rire. C'est dernière. Il y a tellement de versions de ça. C'est sûr. Qui? Peut-être. Peut-être. Oh, il y a plusieurs. Ben oui, c'est ça. Puis il y a plusieurs, même aujourd'hui, des groupes sur la durée pour la. Des choses que j'ai beaucoup chanter dans les fêtes de chanteurs. C'est des chansons dont tout le monde connaît. Mais tout ce qu'elle vient. Tu chantais, je me Hein? Peut-être. Peut-être. OK, une petite dernière. Après ça, je laisse la place à Robert. Je laisse la place à Robert. Ils vont vous conter une petite histoire. Deux petites. Une, mais l'autre. Deux en ligne. Ouais. Petite fille en avait mal aux dents, puis. C'était une jeune fille qui souffrait du mal de dents. C'était une jeune fille qui souffrait du mal de dents. Elle a l'ordre de ville en villa pour trouver soulagement. Guérirez, oh, guérirez votre mal de dents. Guérirez votre mal de dents. Elle a l'ordre de ville en villa pour trouver soulagement. Avant compter jeune monsieur qui lui promet soulagement. Vous guérirez, vous guérirez votre mal de dents. Guérirez votre mal de dents. Avant compter jeune monsieur qui lui promet soulagement. Ah, mon drôle de dans ma chambre, il m'a passé ton mal de dents. Vous guérirez, vous guérirez votre mal de dents. Ah, on t'enroule dans ma chambre, il m'a passé ton mal de dents. Ah, fut pas si tôt monté qu'elle a senti tes soulagements. Guérirez, guérirez votre mal de dents. Ah, fut pas si tôt monté qu'elle a senti tes soulagements. Oh, vous dirais-je, monsieur, que vous avez un bon nom. Vous guérirez votre mal de dents. Oh, vous dirais-je, monsieur, que vous avez un bon nom. Il y aurait une de mes petites sœurs qui aimerait ça dans votre peau. Guérirez votre mal de dents. Oh, il y avait une de mes petites sœurs qui aimerait ça en avoir autant. Amenez-moi votre petite sœur, puis ma lui en donnez autant. Guérirez votre mal de dents. Amenez-moi votre petite sœur, puis ma lui en donnez autant. Amenez-moi toutes vos cousines, moi plus on est plus je suis content. Guérirez votre mal de dents. Vous guérirez votre mal de dents. Guérirez votre mal de dents. Robert Perron,
Baie-Saint-Paul, je me proclame comme compteur. J'ai toujours compté toutes sortes d'affaires. Je me considère un peu comme dans la pure tradition des compteurs de Charlevoix. Je compte vraiment en personne de Charlevoix, avec l'accent de Charlevoix. Les comptes que je fais, ce sont des comptes que j'ai écrits moi-même, suite à des souvenirs, des expériences d'un, de l'autre, que j'amalgame, que je mets à ma sauce, que je livre comme ça. Ce soir, je vais vous faire 2 comptes. Le premier compte, c'est un compte que j'ai fait en 2009, si ma mémoire est bonne, que j'ai écrit, qui s'appelle Le silence des comptes à linge. Il y a de l'expérience, des souvenirs familiales un peu là-dedans. Il y a beaucoup d'inventions aussi. Et le deuxième, je me permets de casser la glace avec ce compte-là. C'est la première fois que je le fais. Il n'y a pas personne qui l'a entendu, sauf ma copine. Puis, je ne sais pas comment il va sortir, mais on va le voir au fur et à mesure. Le deuxième compte, c'est Annabelle. Fait que je vais vous faire le premier, c'est le silence des comptes à linge. Oui, il est fort. 1959, j'ai 5 ans. J'habite avec mes parents sur la rue Saint-Jean-Baptiste, en haut, à côté de l'hôtel Montréal. Petite maison en briques, 2 étages, galerie blanche, tout le tour au premier étage et au deuxième étage. Un soir de septembre, je vous dis septembre parce que je m'en rappelle, mes frères et sœurs avaient commencé d'aller à l'école, où je voulais y aller, et dans ce temps-là, nous les hommes, notre première maîtresse, on l'avait juste à l'âge de 6 ans. Fait qu'un soir de septembre, mon père nous annonce une grande nouvelle. La maison que nous habitions avait été vendue à l'hôtel Morin. Moi, je suis le pays, on va aller vivre à l'hôtel Morin. Mon père a dit non, je vous dis que ça n'a pas dû être facile pour mon père de trouver un logement à Baie-Saint-Paul pour le 1er octobre 1959 avec 5 enfants, lui, sa femme, puis ma grand-mère. Le seul qu'il a trouvé, c'est sur la rue Saint-Jean-Baptiste, sur la rue Saint-Joseph. La rue Saint-Joseph, pour ceux qui ne connaissent pas, on traverse le pont en avant de l'église, du bord de terre, première rue à droite. Dans le temps de règle d'automne, ils appelaient ça la rue à Pain. Dans ce temps-là, dans le milieu de la rue Saint-Joseph, il y avait une place qui appelait ça l'Anse à la Casse. Pourquoi ils appelaient ça l'Anse à la Casse? Il y en a qui disent parce qu'il y avait une glace. Il y en a d'autres qui disent parce qu'il y avait l'histoire de poissons frelatés là-dedans. Mais ça, c'est une autre histoire. Bon, ça n'a pas d'importance. Un gros bloc appartement. 6 logements. 3 logements là, 3 autres logements là, 3 autres logements là. En ciment décrépit, en avant, des galeries en fer forgé, toutes dépeinturées noires. Et en arrière, une cour, mes amis, une cour. Grande, petit gars de 5 ans, grande comme l'univers, avec un grand garage là, un autre là, 3 portes, et les numéros 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, puis 3 grands poteaux, 9 cordes à linge de rideau. Nous autres, on habitait l'appartement numéro 9. La première fois que ma mère m'a appelé, je ne suis pas grand aujourd'hui, mais j'ai vu à 5 ans. La première fois que ma mère m'a appelé, elle m'a dit Robert, viens souper. Moi, je suis de même, je vais chercher ce que ça fait. Puis il y a un autre souvenir qui me revient, c'est ma petite voisine de côté. Elle s'appelait Julie. Elle était belle, Julie. 6 ans, un an plus vieux que moi. Puis belle, quand j'ai vu la première fois, je suis tombé en amour avec elle. J'ai dit ça va être la femme de ma vie. C'est avec elle que je vais me marier, c'est avec elle que je vais avoir des enfants. C'est certain. Et puis elle était intelligente. Dans le fond, ce que je viens de vous dire là, vous pouvez oublier ça, ça n'a aucun rapport. C'est pas ça que je vais vous parler par On reste bloqué sur la Julie, de toute façon. Non, ce que je veux vous parler, c'est des journées du lavage. Dans ce temps-là, on lavait le lundi. On ne pouvait pas laver les autres semaines. On l'avait rappelé, hein? On lavait le lundi, parce que le mardi, on repassait. Mais tu ne peux pas repasser du linge qui n'est pas lavé, donc on lavait le lundi. Puis nous autres, là, le lavage, là, il commençait le dimanche soir. Il commençait le dimanche soir par les avertissements de ma mère. Ma mère disait, Robert, n'oublie pas, demain je fais le lavage.
Tu te lèves, tu fais ta petite toilette, tu vas déjeuner, tu t'en vas. C'est dangereux, la laveuse à tordeur. Hein? Tu ne voudrais pas venir comme un de tes cousins éloignés que tu ne connais pas, qui a voulu aider sa mère, puis s'est passé le bras dans le tordeur, depuis ce temps-là, il marche de même. Mais ça faisait peur, la laveuse à tordeur. Je ne sais pas, vous autres, mais chez nous, ma mère, la laveuse à tordeur, quand elle s'en servait pas, elle le pliait. Sur le dessus, elle mettait une chasse, une petite housse, blanche avec des fleurs jaunes, puis en bas, un genre de grand housse, jaune avec des fleurs blanches. Elle mettait ça dans le passage avec une petite lignée en dessous. Quand tu avais l'heure de te lever la nuit, dans l'eau toilette, ta brûlette, t'avais peur, elle valait une grosse petite madame pas de cul, comme ça. Fait que nous autres, on se ramassait, on sortait dehors. C'était notre fun, ça, parce que nous autres, on se ramassait tout à la même place, sur des caisses de liqueurs en bois virant l'envers, ou des caisses de beurre virant l'envers. Puis là, on attendait que mourir sorte. Ça, c'était un spectacle des voir. Là, les 9 sortaient. Ben, c'est-à-dire pas les 9, les 8, parce qu'en bas, le premier étage, c'était une vieille madame qui restait là, une madame Simard. Dans le fond, on l'appelait Madame Simard, même si elle n'avait pas d'enfant, parce que ça a l'air que quand ils sont bâtis, la traque de chemin de fer, ça, il y a des Italiens qui sont venus aider à bâtir. Elle a tombé en amour avec un Italien, dénommé Palicini. Ils ont eu un enfant avec elle, une petite fille. Un bon matin, elle s'est réveillée, plus de Palicini, plus de petite fille. Elle ne s'est jamais revue. Pour se nourrir, elle s'est mise à faire du lavage. Elle faisait du lavage pour les autres. Elle avait 7 jours par semaine, elle était en 365 jours par an. C'était la reine. Ils l'appelaient toute la reine. Fait que là, les 8 madames, ils sortaient, là, c'était le journal local. Hein. Un tel a fait telle affaire, tel autre a fait telle affaire, un tel est rentré trop tard, un tel a été vu avec une autre madame. Puis nous autres, on riait, on écoutait ça, on écoutait ça, on écoutait ça, on riait. Puis là, ils rentraient tout. 5 minutes après, ça sortait tout, avec des paniers à linge. Puis là, ça les tentait comme ça. Ça les tentait. Il y en a qui avaient ça, les épingles à linge dans la bouche, puis dans la poche, ça les tentait. Savez-vous comment on les appelait, nous autres? Des chauffeurs de coronage. Là, quand il était rentré, notre femme, nous autres, c'était d'aller en dessous des cordes à linge. Les parfums de ça. Les parfums de ça que ça sentait. Ça sentait bon, ça sentait bon. Parce que chacun avait un parfum différent. Ça sentait bon. Puis quand il faisait très, très chaud, puis il avait l'eau chaude dans ce temps-là, il n'avait pas l'eau froide, très, très chaud. On allait en dessous, puis on attendait qu'une petite goutte d'eau tombe sur nous autres. Ça nous faisait du bien. Puis là, à un moment donné, Mme Simard, elle sortait. Après un jour. Puis elle a commencé à étendre. Ben, elle étendait tellement vite que même si elle sortait après les autres, elle commençait après les autres, elle finissait après les autres. Pour rien, il y a bien la reine. Les années ont passé. En 1969, j'ai 10 ans. Il y a eu un été, cette année-là, en 1969, il y a eu un été, comment je dirais, un été pourri. Il a mouillé tout le temps, surtout il a ici. Après, il a mouillé tout le temps, puis là, il était bien mal pris, mais il l'avait comme il étendait. Il y en a qui étaient dans les maisons, il y en a qui ont commencé à s'acheter des nouvelles bébelles, ils appelaient ça des grosses chasseuses, des grosses chasseuses, ils ont commencé à leur ça. Puis un soir, un dimanche soir, il mouillait à soi. Avant, c'était mouillé toute la fin de semaine. Ma mère était toute énervée, toute excitée, toute énervée. C'est quand même énervé. Il annonce pas pour demain, fait qu'on va pouvoir laver, puis étendre, puis tout ça. N'oublie pas demain matin, puis là, les recommandations, puis ça finissait plus. Le lendemain matin, gros soleil, beau vent, tout le monde était content, commence à étendre, puis tout ça. Puis là, ma mère a dit, ah ouais, tout de suite dehors, parce qu'elle dit, j'ai pas envie que tu fasses encore comme ton cousin, éloigné, puis tu ramasses un autre main de main, puis tout. Fait que là, à un moment donné, moi, je suis assis, puis je dis à Julie, es-tu au courant de cette histoire-là? C'est dangereux, la laveuse à tordeur, que tu peux te mettre ta main de main. Julie a dit oui, elle dit, moi, j'ai une de mes petites cousines aussi, éloignée, que je ne connais pas, c'est arrivé. Puis un autre dit, moi, c'est un de mes petits cousins que je ne connais pas. Puis un autre, une petite cousine que je ne connais pas. Puis un autre, une petite cousine. Hey, j'ai dit, ça doit tout faire une petite famille. Une cousine qu'on ne connaît pas. Puis là, à un moment donné, tout le monde est sorti, la même routine, tout le monde est sorti, ça a pris le café, ça a rentré, ça a sorti, ça commence à étendre, puis tout. Mme Simard n'est pas sortie. Comment ça, Mme Simard n'est pas sortie?
là, il descend. Amir descend. On va voir dans la porte de Mme Simard. Elle monte en haut, elle appelle. Le concierge arrive, M. Henry. M. Henry, c'est un vieux monsieur bien sympathique. C'est lui qui s'occupait de toute la conciergerie, de tous les logements, de collecter les logements, des reparations, tout. Quand il arrivait, on allait le voir, il nous flattait la tête, il donnait des bonbons. Il dit pas matin à mes enfants, pas matin. Il rentre dans le logement avec ma mère. 5-10 minutes après, on a vu arriver l'ambulance. L'ambulance est arrivée, ils ont rentré. Pas longtemps après, ils ont sorti avec Mme Simard, j'ai un brancard parti en ambulance. Ma mère a parlé à la mère de petite Julie. Petite Julie est venue me voir. Elle m'a dit, tu vas dîner chez nous, on va se faire des hot dogs. Ma mère va nous faire des hot dogs. Le soir, ma mère est arrivée, elle a fait le tour de tout le monde. Après ça, au souper, elle nous a expliqué. Moi, je ne savais pas ça, que des chauffeuses de corde à linge, ça pouvait avoir des accidents. Parce que Mme Simard a eu un accident sérico-vasculaire. Moi, je ne savais pas ça. Le lendemain, j'ai demandé à Julie. Julie, sa mère travaille comme infirmière à l'hôpital ici. Comme Julie est plus intelligente que moi, elle nous a dit que ce n'était pas un accident cervico-vasculaire, c'était un cervico-sasculaire. Ça, elle dit, c'est une goutte de sang qui part en haut de ton orteil, qui monte comme ça, qui monte, et rendu dans la tête, qui prend le trou. Intelligente, le petit Julie. Mme Simard a été 6 mois à l'hôpital. Au bout de 6 mois, Mme Simard est revenue. Fait que là, les gens se sont dit, on va faire notre fête pour accueillir Mme Simard. Fait que là, tout le monde s'est dit, bon, on va faire ça, on va faire ça, personne ne s'attendait. À un moment donné, Julie ma petite Julie, elle dit, pourquoi qu'on ne ferait pas un brassé de linge, qu'on n'étendrait pas le linge de différentes couleurs, ça ferait comme une belle banderole, vu que c'est la reine, tout ça, on pourrait l'accueillir. Hey, bonne idée, mais on est mercredi. On l'a pas le mercredi. On l'a le lundi. Pour une fois, on pourrait faire ça. Fait que chacun, à laver 3-4 morceaux, elle est en dessous. Là, le monde attendait. Mme Simard était supposée arriver à 10 heures. Elle était rendue 2 heures l'après-midi, puis le linge était sec. Mme Simard n'était pas arrivée. 2h30, il y a un auto qui arrive. Une petite jeune fille qui débarque, on a su plus tard, c'était une travailleuse sociale. Qui débarque, qui ouvre le coffre de son char, puis qui sort une patente, qui ouvre de même, avec des roulettes comme ça. On a appris plus tard que c'était une marchande. Mme Simard allait se déplacer en marchand. Là, on s'est tout dit comment qu'elle va faire pour étendre son linge. Fait marchait parce que c'est pas facile, il fallait qu'elle monte 3-4 marches pour aller étendre ça. Fait qu'elle est rentrée dans son logement, puis M. Henry, il a trafiqué quelque chose. Il a enlevé les marches, il a pris un poteau en métal comme ça, avec une chose en haut, un bois, puis un câble qui descend comme ça, que tu attaches, puis tu remontes de même. S'il avait fait breveter, il aurait fait de l'argent, monsieur. Ça se fait, on va dire ça. Fait que le temps passé, Mme Simard, elle avait plus pour les autres. Elle avait des petites serviettes, elle prenait des heures et des heures pour étendre ça, 2-3 petits morceaux. Nous, on l'appelait la reine pareil. Le temps passé. Aujourd'hui, j'ai 16 ans. En 1970, j'ai 16 ans. Julie a 17 ans. C'est notre dernière journée à toutes les deux. Fin août, dernier lundi du mois d'août. Parce que moi, mon père vient me reconduire au collège de Chicoutimi. Il veut que je fasse mon cours classique pour devenir un prêtre. Ça, c'est une autre histoire. Puis Julie, ben, je ne la marierai pas. Je ne serai pas à ça jamais ma femme ni la mère de mes enfants. Parce qu'elle est tombée en amour avec quelqu'un d'autre. Au mois de décembre, elle a eu un rêve. Elle est tombée en amour avec le bon Dieu. Elle s'en va chez les dispensaires de Marie. Puis elle va être missionnaire à Madagascar. Elle va descendre une fois dans 5 ans, 10 ans peut-être. Moi, je vais descendre 2 fois par année. Une fois à Noël, une fois aux vacances d'été. Fait qu'on est toutes les deux là, puis on attend que nos mères fassent ce qu'ils font habituellement, les temps de linge, pour se garder en mémoire des images qu'on va se remémorer quand on va s'ennuyer de nos mères, de notre petit coin de chambre. Puis comme d'habitude, nos mères sortent. Là, ça jase, ça parle. Et c'est drôle aujourd'hui, c'est nous autres qui sommes les vedettes de leur journal verbal. Ah, Madame Chauve, votre garçon va être curé. Ah,
Puis vous, votre fille va être missionnaire. Ah, j'aurais pu qu'on les marierait, ces deux-là. Ils sont tout le temps ensemble. Les autres, on riait, écoutez ça, on riait. Puis on commençait à étendre, Puis à un moment donné, ils ont regardé, puis Mme Simard, même si elle avait de la misère à sortir, elle n'est pas sortie encore. La mère était voir. Elle est revenue. Pas longtemps après, M. Henry est revenu avec la travailleuse sociale, l'ambulance et la police. Ils sont tous rentrés dans la maison. Un petit peu plus tard, la travailleuse sociale est sortie. S'est essuyé les yeux avec un mouchoir et est parti. Pas longtemps après, le policier est sorti, il a serré son crayon dans sa poche et il est parti. M. Henry a ouvert la porte, mis la porte ouverte. Puis là, on a vu sortir les grands corps. Couvert d'un corps dessus, avec une grande serviette rouge qui le recouvrait au complet. Le vent qui séchait de linge a arrêté de venter. Tout est tombé au calme. Plus rien ne bougeait. Mme Turcotte, qui restait à côté de chez nous, a dit à un moment donné, regardez, on dirait que la corde à linge de Mme Simard bouge. La reine nous fait ses derniers adieux. Au revoir, Mme Simard. Salut, Mme Simard. On vous aime. On vous oubliera jamais. Bon, on va s'asseoir avec Annabelle. Avant, soyez pas surpris si j'ai des hésitations. Si à un moment donné, ça va de travers un peu, on va essayer de prendre le bon bord. Fait que, on y va. Annabelle. Quand j'ai connu, elle avait 97 ans. Elle restait dans une maison délabrée, pas mal délabrée. Elle aussi était pas mal délabrée. Puis un cheveu sans tête, même plus un poil à nulle part sur le corps. Le visage comme brûlé, comme massacré, brûlé. Plus de dents dans la bouche, il manquait un œil. 2 doigts coupés dans la main ici. Annabelle, elle vivait à l'envers des autres. À 6 heures le soir, elle se couchait. Elle se relevait à 11 heures. Elle prenait une chaise droite, elle se mettait en avant de la fenêtre, elle ouvrait le store, elle se mettait à tricoter en regardant dehors. Toujours le même foulard noir. Toujours le même foulard noir. Les gens qui passaient, les gens, ils l'appelaient la watcheuse. Il y en a d'autres qui l'appelaient la sorcière. Moi, je l'ai visitée pendant 6 mois. J'y allais l'après-midi. Parce qu'elle se levait à 6 heures. Elle se couchait à 6 heures, ça levait à 11 heures. Elle se recouchait à 6 heures le matin. Elle se relevait à 11 heures le matin. Et moi, j'y allais dans l'après-midi à l'heure. Pendant 6 mois, je suis assis en avant d'elle, puis j'ai écouté son silence. Elle ne m'a jamais parlé pendant 6 mois. J'écoutais son silence. C'était le droit qu'en avant d'elle, j'écoutais son silence. Une bonne journée, elle m'a regardé et elle m'a dit, tu sais, Robert, j'ai un secret. Un secret de vie. Un secret lourd. Un secret lourd à porter. Quand je vais mourir, je veux que ce secret-là soit au-delà de ma mort. Et je pense que tu es la bonne personne pour l'entendre, ce secret. Quand je serai mort, tu pourras le divulguer aux gens. Et sois bien assuré que tout le monde à qui tu vas le dire sont prêts à l'entendre, à l'écouter. Est-ce que vous êtes prêts à l'entendre, à l'écouter? Même si c'est un secret lourd, lourd de conséquences. Là, je vais faire comme si c'est elle qui vous parle. Quand j'étais jeune, quand j'avais 16 ans, j'étais une belle fille. Beaux grands cheveux blonds, yeux bleus. Corps proportionnel. Tous les petits gars de mon village m'aimaient. Toutes les filles étaient jalouses de moi.
J'étais toujours bien habillé. La dernière mois, mon père était un riche commerçant de l'endroit. Mais moi, j'étais gêné. J'étais mal à l'aise d'être aussi bien habillé par rapport à mes autres amis, que j'avais pas beaucoup d'honneur. Parce que les autres, ils disaient, les plus gentils disaient que j'étais un peu fier-pète. D'autres disaient que j'étais complètement fraîchi. Mais j'étais, moi, plutôt gêné d'être comme ça. À 16 ans, il y a eu un gros bal à l'école. Moi, j'y ai été, puis là, ma mère m'avait fait faire une robe, une de ces robes avec des dentelles, tout ça, tout partout, blanche, tout. J'étais tellement gêné d'avoir cette robe-là que je m'étais dit, je m'en vais au bal, je m'assois, puis je ne danserai pas avec personne, de peur de la briser, de peur de faire rire de moi, parce que je suis trop bien habillé comparativement aux autres. C'est ce qui est arrivé. Elle s'est assise, puis elle a refusé tous les gars qui venaient la chercher. Elle a passé encore bien plus pour une fraîchie, une fierté. À un moment donné, il est arrivé une limousine, une grosse limousine noire, tout noir. Les vitres étaient noires, tout était noir. Sauf les vitres en avant, bien sûr. Les côtés, tout était noir. Il est sorti un gars, tout habillé de noir, avec une casquette noire, puis le visage noir, les gants noirs. Il a ouvert une porte, puis là, il est sorti un beau jeune homme, à peu près 16-17 ans, tout habillé en blanc, les beaux cheveux blonds, beaux yeux. Il s'est approché tout doucement de elle, puis il l'a invité à danser. Ah, ils ont dansé tout le reste de la soirée. Ils ont dansé une partie de la nuit jusqu'à 6 heures du matin. À 6 heures du matin, il est parti. Puis il lui a remis avant de partir une grosse bague. Une bague en or. Une bague en or pure. Lourde. Puis il a dit, si un jour tu es mienne pour l'éternité, tu n'as qu'à glisser cette bague dans ton doigt. Puis il est parti. Elle s'est en allée chez eux. Elle regardait la bague. Oh, la belle bague. Elle a commencé à la mettre dans le doigt. Puis là, à un moment donné, elle s'est sentie comme mal. Elle s'est sentie comme quelque chose qui voulait la posséder dans la main. À Hubert, elle l'a mis sur le comptoir de sa chambre. Elle s'est endormie. Tout le temps qu'elle a dormi, elle entendait comme une voix qui disait à la barre, tu vas être bien pour la vie, pour l'éternité, je t'attends, tu es ma belle. Le matin, à côté d'elle, la bague était là qui lui sourit. Elle a pris la bague et il la rentra presque au fond. Puis là, on a vu ça. Tout est venu noir, 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 noir. Elle s'est ramassée dans un endroit où il y avait des gros poils. Elle a vu des âmes brûlées dans l'enfer, des âmes qu'elle connaissait de gens décédés brûlés. Elle a vu son amoureux tout de noir vêtu, avec le grand chapeau, la grande langue de vipère, tout ça, puis il a dit, tu es mienne pour la vie maintenant, pour l'éternité. Là, elle a essayé d'enlever la bague et elle dit, tu peux rien faire, la bague est là, tu es mienne pour l'éternité. Elle, quand elle a vu ça, elle s'est dépêchée, elle a déboulé les escaliers, s'est rendue en bas, elle était dans la cuisine, elle a pris une grosse machette, puis FLAM! Elle a coupé les deux doigts, parce qu'il y a les deux doigts comme ça, elle a ouvert la porte du poêle, elle a mis les deux doigts dans le poêle, elle a fermé la porte du poêle. En fermant la porte du poêle, le poêle a explosé. BAM! Tout est venu noir, le feu s'est mis sur elle, toute sa robe, ses cheveux, tout a brûlé. Elle s'est ramassée à l'hôpital. Elle a été 4 mois dans le coma à l'hôpital. Quand elle s'est réveillée, le lendemain, le curé est venu la voir. Le curé lui a expliqué qu'il est arrivé un gros accident dans la maison de ses parents. On ne sait pas pourquoi, on ne sait pas ce qui s'est passé exactement. Le poêle a sauté, a explosé. Tout a passé en feu. Tu as perdu ton père, ta mère, ton frère, ta soeur. Puis toi, on ne sait pas comment ça se fait. Par quel miracle, tu as réussi à prendre à la porte pour te récupérer à la porte. Elle dit, c'est depuis ce temps-là que je vis comme je vis. Moi, je l'ai regardé tout étonné. Je dis, mon Dieu, tu as vaincu le diable. Elle dit, oui, j'ai vaincu le diable. Mais à quel prix? Pour me libérer de lui, parce que j'en rêve encore la nuit, pour me libérer de lui,
Mon espoir, c'est de mourir à un âge extraordinaire. Puis l'âge extraordinaire, ça serait 100 ans. Si je réussis à mourir à 100 ans, je me sens que je vais être libéré. Mais elle est morte à 99 ans. 99 jours, 9 heures, 9 minutes, 9 secondes. C'est assez spécial, ouais. Hein? C'est pas 100 ans, c'est assez spécial. À son enterrement, on était 2 dans l'église. Moi et elle. Il n'y a pas personne qui est venu à son enterrement. Quand on est sorti de l'église, moi j'ai vu une grosse limousine noire. Tout noir. La fenêtre s'est ouverte. J'ai vu la demi-tête d'un gars, cheveux blonds, qui nous a regardés, qui a fermé la fenêtre, qui est parti. Annabelle a été enterrée dans le cimetière, dans un coin au bout, d'un coin où personne ne va, avec une petite croix. C'est marqué sur la croix, Annabelle, 99 ans, 99 jours, 9 heures, 9 minutes, 9 secondes. Depuis qu'elle est morte, il y a une rumeur qui court dans le village. Ça a l'air que certains soirs de pleine lune, s'il y a des gens qui osent s'aventurer dans le coin sombre, isolé, où Annabelle est enterrée, il y en a qui ont entendu des pleurs de jeunes filles de 16 ans. Wow. Moi aussi, je vais vous jaser du gant. C'est dans Il me donnait le goût. Le soir des noces après souper, 3 hommes noirs sont arrivés. 3 hommes noirs sont arrivés, ont demandé la mariée. La mariée n'est pas ici. Voudriez-vous vous mettre à table? Nous voulons ni boire ni manger, mais nous voulons fort bien danser. Ils n'ont pas fait 3 pas de danse, la mariée fut enlevée. La mariée fut enlevée sans que personne pût l'empêcher. Le lendemain, dans son jardin, le beau galant il s'y promène. Ce qu'il aperçoit venir vers lui, le diable en forme de cavalier. Oh, dis-moi donc, mon cher galant, les belles noces d'hier au soir. Les belles noces d'hier au soir, ma mariée fut enlevée. Mais non, ton pied de sur le mien, je te ferai voir Marie ta fille. Je t'y mènerai, t'y ramènerai, sans aucun mal je t'y ferai. Et quand il fut dans les enfers, il aperçoit Marie sa fille.
Marie-Mamie, suis-il la cause aujourd'hui si tu es ici? Mon cher galant, ce n'est pas toi qui en est la cause. Ce sont trois méchants frères que j'ai qui ont fait jurer de pas me marier. L'anneau d'or que j'ai dans le doigt, je t'en supplie de me la laisser. Si tu y ôtes pas ça du doigt, je m'en vais t'y franchir le cou. Je n'en avais que pour 3 mois et puis quelques semaines. À présent que ma bague est ôtée, j'en ai pour toute l'éternité. À présent que ma bague est ôtée, j'en ai pour toute l'éternité. L'événement s'appelle Les Rêveurs de Charlevoix. Oui, aller avec l'oreille du fumeur. L'autre nuit couché auprès de ma femme, je fume la pipe avant de sommeiller. Et la tranquillité dans l'ombre, je m'endors puis je me mets à rêver. J'avais rêvé que le bon Saint-Pierre m'avait ouvert le paradis. Dans une grande chambre pleine de lumière, il m'avait emmené avec lui. Cette chambre était toute éclairée par des milliers de petits lampions. Bande à Saint-Pierre d'une voix troublée, quels sont donc tous ces mignons? Ce sont les ombres qu'il me répond, tous les mortels qui sont en bas. Les ombres des hommes et celles des femmes qui attendent leur tour pour glisser le pas. Montrez-moi donc l'ampion de ma femme que je lui demande en soupirant. C'est celui-là qui tient belle flambe à côté de vous sur le même rang. Ben, ça précise que je me suis dit, il y en a bien plus que pour 100 ans. Tandis que moi, je remène la rue, j'aurai pour 3 mois d'huile là-dedans. Ben, voilà, dis pas que Saint-Pierre s'absente pour aller tirer des cordons. Me retrouvant seul tout de suite, je pense, à faire une petite transposition. Au milieu du lampion de ma femme, je trempais mon doigt sans hésiter. Et pour entretenir mon ombre dans le mien, je laisse doucement s'égoutter. J'ai bien fait ça 30 ou 40 fois, si bien qu'au bout d'un petit moment, l'ambion de ma femme se vide et moi et le mien se remplit graduellement. Trempe toujours sans cesse et trêve, puis trempe encore, ça prend des noms. Là que ma femme me sort de mon rêve, en me réveillant un coup de talon. Regardant les l'air farouche, coudon, est-ce que tu fais exprès pour mettre ton doigt dedans ma bouche et puis dedans ta pipe après? Moi, tout confus, je lui dis, ma chère, je m'en demande infiniment pardon. Tout ça, c'est de la faute à Saint-Pierre, si je prends ta bouche pour ton lampion. Il y avait des choses bizarres. Et beau. Hein? On va revenir un peu dans le répertoire familial, si vous faites une petite complainte que vous pouvez entendre sur l'album quand j'étais petit. Tenant mon père, voilà la celle que j'aimais. Si je savais que ça fut elle, de ma colère, je la tuerais. Si je savais que ça fut elle, de ma colère,
claire épée, tout droit au cœur, puis a percé la belle combat à la renverse. Le beau galant reste empommé, la belle tombeau à la renverse. Le beau galant reste empommé. Allez mon fils, la relever, elle n'est pas morte, elle vit encore, elle a la couleur aussi pâle. Comme la feuille de papier, elle a la couleur aussi pâle. Comme la feuille de papier. Belle Mili, belle dormez-vous, sommeillez-vous, non ni je dors, ni ne sommeille. Ce sont les soupirs de la mort, non ni je dors, ni ne sommeille. Ce sont les soupirs de la mort. De nouveaux gages, en souriant, je les ai prises, en souriant, je les ai prises. En trépassant, je vous les rends, en souriant, je les ai prises. En trépassant, je vous les rends. La vie trépignante des voyageurs. La compagnie, veuillez bien m'excuser, je vais vous faire une petite chanson. Je me souviens du temps de mon bas âge, du temps que j'étais un petit garçon. Je grandissais dans l'agrément de voir partir nos jeunes gens, quitter le foyer paternel pour aller faire leur vie de voyageurs. Rendu à l'âge de 16 ans à peine, il a bien fallu aller en faire autant. Par un bonsoir, je dis à ma mère, je pars demain, je reviens dans un an. Le lendemain, les larmes aux yeux, à mes parents, je fais mes adieux. Je partais seul en ce monde pour aller faire ma vie de voyageur. Rendu au terme de mon voyage, je m'empresse d'écrire à mes parents pour leur donner de mes nouvelles, bien belles façons qui ne durent pas longtemps. On monte au chantier pour aller hiverner, aussitôt quelques piastres de bien gagner. Il faut redescendre à la ville pour y fêter la vie de voyageur. En arrivant à la ville, bonjour monsieur, approchez-vous du comptoir. Un bon buveur à l'hôtel invite ses amis à boire. Et quelques piastres sont bientôt dépensées, au bout de quelques semaines, il faut remonter. La vie s'écoule et c'est comme un rêve, première folie de jeunes voyageurs. Se promenant dans les rues de la ville, à petits pas bien carrément. Avec une jolie demoiselle, parlant d'amour bien poliment. Le regard clair dans ses grands yeux rendit l'homme très amoureux. Il a laissé charmer son cœur
Deuxième folie d'un jeune voyageur. Rendu à l'âge de 45 ans, la vie se passe plus de la même façon. Les femmes nous regardent à peine, on les salue bien poliment. On a la peine de travailler, le soir on est bien fatigué. On regrette un peu, mais il est trop tard d'avoir été trop bon voyageur. À Miami, qui voulait tous m'entendre à la santé de ceux qui m'ont versé à boire. Nous avons tous une chérie en ce monde, prenons-en soin, soyons francs et sincères. Prenons un petit coup, ménageons nos sous, caressons les petites filles aux yeux doux. Car rendu à l'âge de 55 ans, nous serons encore des jeunes voyageurs. Même les moins habitués à la chanson traditionnelle connaissent la bottine souriante. On va aller fouiller un petit peu dans le répertoire, puis on va faire une petite incursion dans le clergé. Je rentre dans une église où il n'y avait rien, où il n'y avait rien. J'ai fait un peu plus loin, yo yo, un petit moins dans un coin. Demain je m'en vais, je me la blonde, lundi je reviens. J'ai fait un peu plus loin, un petit moins dans un coin, un petit moins dans un coin. Qui confessait trois femmes, yo yo. Et le verre à la main, il s'était dit, demain je m'en vais, je me la blonde, et lundi je reviens. Qui confessait trois femmes, et le verre à la main, et le verre à la main. Commence par la plus jeune, yo yo. Parce qu'elle reste plus loin, il s'était dit, demain je m'en vais, je me la blonde, et lundi je reviens. Commence par la plus jeune, parce qu'elle reste plus loin, parce qu'elle reste plus loin. Puis il dit aux deux autres, yo yo, vous reviendrez demain, demain je m'en vais, je me la blonde, et lundi je reviens. Puis il dit aux deux autres, vous reviendrez demain, vous reviendrez demain. On ira aux noisettes, yo yo, puis on boira du vin, demain je m'en vais, je me la blonde, et lundi je reviens. Puis demain je m'en vais, je me la blonde, et lundi je reviens. Et nos curés, nous avons dans notre commune un curé vraiment bon garçon. Il va toujours de l'un à l'une, prêt à donner l'absolution. Sur cette terre de misère, dit-il en nous ouvrant les bras, ben faites comme moi mes frères, usez mais n'abusez pas, un petit plaisir par-ci par-là, quand on fait son et on coule pas. Un petit plaisir par-ci par-là, monsieur le curé défend pas ça. Vous voyez ça? Un petit plaisir par-ci par-là, quand on fait son et on coule pas. Un petit plaisir par-ci par-là, monsieur le curé défend pas ça. Il monte en chair un bon dimanche et dit à tous ses paroissiens, aujourd'hui je vous donne carte blanche. Prenez donc de votre meilleur vin. Dieu ne défend pas les bonnes choses. Et si ça vous monte au cerveau, prenez-en donc en plus petite dose. Puis revenez ici à nouveau.
Un petit coup par-ci, par-là, quand on fait son meilleur coup de bord. Un petit coup par-ci, par-là, monsieur le curé, les vents passants. Un petit coup par-ci, par-là, quand on fait son meilleur coup de bord. Un petit coup par-ci, par-là, monsieur le curé, les vents passants. Aux jeunes filles de l'ordinaire, il conseillait dernièrement: le pays vaut une rosière, il faut vous mettre sur les rangs. Oh, si vous pensez pour être sage, il faut vous dire, mes chers enfants, qu'avec les garçons du village, on vous y voit pas trop souvent. Un petit baiser par-ci, par-là, quand on fait son meilleur coup de bord. Un petit baiser par-ci, par-là, monsieur le curé, les vents passants. Un petit baiser par-ci, par-là, quand on fait son meilleur coup de bord. Un petit baiser par-ci, par-là, monsieur le curé, les vents passants. Aux autres gens de la commune, à qui il donne la permission d'aller de la blonde à la brune, payer de la modération. Je sais que c'est un plaisir extrême que de courtiser une vraie beauté, mais de ne jamais les voir la même. Voilà, dit-il, un gros péché, mais un petit péché par-ci, par-là, quand on fait son meilleur coup de bord. Un petit péché par-ci, par-là, monsieur le curé, les femmes passants. Un petit péché par-ci, par-là, quand on fait son meilleur coup de bord. Un petit péché par-ci, par-là, monsieur le curé, les femmes passants. Un mari s'en va, t'en confesse, sa femme vient de le tromper. Il dit que c'est une faiblesse, aussi il faut lui pardonner. À quoi bon se chagriner l'âme quand on est philosophe et vrai? Si votre voisin prend votre femme, vous faites quoi? Ben prenez celle de votre voisin. Un petit rendez-vous passe par là, quand on fait son meilleur coup de bord. Un petit rendez-vous passe par là, monsieur le curé, les femmes passants. Un petit rendez-vous passe par là, quand on fait son meilleur coup de bord. Un petit rendez-vous passe par là, monsieur le curé, les femmes passants. Une petite dernière, que je laisse la place à Claire-Lise. On se quitte ensemble. Et mon ami va chanter une chanson de mensonge. S'il y a tant de vérité, je veux que l'on m'y oublie. Laissez-moi aller, aller, laissez-moi aller jouer. Laissez-moi aller jouer. S'il y a tant de vérité, je veux que l'on m'y gronde. On t'a envoyé la bourrée l'eau, qu'il n'y avait pas de terre au pied. Laissez-moi aller, aller, laissez-moi aller jouer. Laissez-moi aller, aller, laissez-moi aller jouer. On m'a envoyé la bourrée l'eau, qu'il n'y avait pas de terre. J'ai mis ma charrue sous mon dos, mes feux à ma ceinture au pied. Laissez-moi aller, aller, laissez-moi aller jouer. Laissez-moi aller, aller, laissez-moi aller jouer. J'ai mis ma charrue sur mon dos, mes bœufs à ma ceinture. Dans mon chemin, j'ai rencontré un pommier chargé de fraises au pied. Laissez-moi aller, aller, laissez-moi aller jouer. Laissez-moi aller, aller, laissez-moi aller jouer. Dans mon chemin, j'ai rencontré un pommier chargé de fraises. Ils m'en tombent une sur l'orteil, ça me saignait l'oreille au pied. Laissez-moi aller, aller, laissez-moi aller jouer. Laissez-moi aller, aller, laissez-moi aller jouer. Ils m'en tombent une sur l'orteil, ça m'a saigné l'oreille. Un araignée au plafond d'eau de bruit se met à répondre. Laissez-moi aller, aller, laissez-moi aller jouer. Laissez-moi aller, aller, laissez-moi aller jouer. Un araignée au plafond de moi se met à rire. Elle a sauté de bons en haut, c'est comme c'est la sévère.
s'est cassé la cervelle. Et allez mon couple, toi mon ennui, des nouvelles ennuis. Laissez-moi aller, aller, laissez-moi aller jouer. Laissez-moi aller, aller, laissez-moi aller jouer. Oh, laissez-moi aller, aller, laissez-moi aller jouer. Laissez-moi aller, aller, laissez-moi aller jouer. Bravo! Alors, on a vraiment eu raison d'inviter Guillaume pour les mots, les histoires qu'il nous a racontées. Puis c'est des histoires de tellement il y a longtemps. Mais des fois, ça nous fait écho, hein, la désobéissance des filles, là, je vais aller au bal, ma mère ne veut pas, non, des blagues. Alors, puisque Guillaume est dépositaire du répertoire de son grand-père, et bien moi, ce soir, j'ai eu envie de vous conter une histoire, un conte, un fabliau du Moyen-Âge, dont ma grand-mère était elle-même dépositaire. Et elle m'avait toujours dit que cette histoire-là, elle la tenait de sa propre grand-mère, qui la tenait de sa mère, du père, etc. Et je crois, si je me rappelle bien, qu'elle disait que c'était Albert lui-même qui l'avait finalement raconté dans sa lignée. Et moi, j'adorais demander cette histoire à ma grand-mère quand j'étais petite. C'est l'histoire d'Albert et Pétronille. Donc c'est une histoire qui commence au Moyen-Âge, dans les montagnes des Alpes, dans un petit village qui s'appelle Nave-Parmelan et qui est au-dessus d'Annecy. Dans ce petit village, en dehors du village, encore plus haut dans la montagne, il y a une petite ferme dans laquelle vit Albert et sa mère. Il appelle Lurette que le papa est décédé et que Albert est tout seul avec sa mère. Puis c'est lui qui finalement maintient la ferme en état. Alors, une ferme au Moyen-Âge, hein, c'est pas drôle, là. Il y a un peu d'animaux, il y a un grand jardin potager, il y a l'estive où on amène des moutons, il y a des murs en pierre sèche à réparer, il y a quelques champs. En tout cas, c'est plutôt la misère. Et Albert, vous vous en doutez, vu ses conditions, ben, il ne trouve pas de femme. Puis finalement, ils sont contents. Sa mère est là. Donc sa mère, elle fait le travail à la maison, elle s'occupe des animaux de la maison, de la ferme, et tout va bien. Ben, tout va bien jusqu'au jour où la maman, elle meurt. Et là, Albert se retrouve tout seul. Il a 35 ans, il est tout seul. Au début, il est fort, Albert. Il se dit, je vais m'organiser, puis ça va aller comme ça. Mais c'est pas drôle. Quand il rentre le soir des champs, là, après avoir travaillé toute la journée, marché au grand soleil, ben, la maison est froide. Il n'y a pas de foyer, il n'y a rien de cuisiné. C'est vraiment dur. Fait qu'il commence à s'enquérir d'une femme. Mais vu les conditions dans lesquelles il est, ça ne court pas les rues. En fait, à un moment donné, quand même, au bout de quelques mois, qu'il cherche, qu'il en parle, qu'il descend au village, qu'il essaye, ça ne marche pas, au bout de quelques mois, quand même, un de ses cousins le prend en pitié et lui trouve une femme. C'est une cousine lointaine qui s'appelle Pétronille. Bon, Pétronille, elle est un peu comme Albert, elle n'a jamais trouvé de parti. Et on va dire que, je vais être méchante, mais on dit que c'est un fond de tonneau. C'est-à-dire que c'est une fille qui n'est pas très fine, quoi, dans sa tête. Mais Albert, il se dit, après tout, est-ce que j'ai besoin d'une femme fine, intelligente? J'ai besoin surtout d'une bonne ménagère. Fait qu'il fait sa connaissance, il la courtise un certain temps, puis, ma foi, les choses avancent bien. À la fin de l'hiver, au début du printemps, le mariage est célébré, et il l'emmène dans sa petite ferme en haut dans la montagne. Puis en l'emmenant, il emmène en même temps un petit cochon, et il se dit comme ça, Pétronille, qui a l'habitude de vivre au village, au moins elle se sentira moins seule, elle aura ce petit cochon. Et voilà, elle s'installe à la ferme avec le petit cochon, mais ma foi, elle s'en sort bien, la fille. Elle a beau, elle n'est pas tout à fait finie, elle s'en sort bien, puis Albert est content. La maison est chaude, elle fait très bien les tartes aux prunes, c'est sa célèbre recette de tarte aux prunes. Tante Jeanne, tu la connais sûrement, cette recette-là. Fait que les jours avancent, puis ça se passe bien, il est content, et puis surtout, la fille, elle est bien là, parce qu'elle a son petit cochon. Elle l'a baptisé Coco, évidemment. Et elle le flatte, elle le met sur ses genoux, elle le caresse. Albert lui a dit, tu ne dois pas le mettre sur tes genoux. Le petit cochon, il n'est pas destiné à vivre avec nous, là. À un moment donné, le petit cochon, il est destiné à... Quoi? Qu'est-ce que tu veux dire par... Je t'en dis pas plus, il ne faut pas que tu le prennes sur tes genoux. Alors, elle ne le fait plus, quand Albert est là.
Mais dès qu'il est parti, hop, elle prend le coco sur ses genoux, puis elle se berce avec le coco, puis elle le caresse, et son petit cochon, mon petit coco. Puis les jours avancent, tout va bien. Quand Albert rentre, le cochon est dans sa soue à l'extérieur. Puis au fur et à mesure des jours et des semaines, le cochon commence à grossir, et puis il est un petit peu plus lourd à monter. Mais bon, tout va bien. Et un beau jour, on est à la fin de l'automne, et là Albert lui dit, bon, demain, on tue le cochon, mes cousins vont venir et on tue le cochon. Tu vas tuer mon coco? Mais t'es fou! C'est mon coco! Et là, il est obligé de l'enfermer parce qu'elle devient folle de rage, elle crie, elle tempête, il l'enferme dans la chambre. Et ma foi, le lendemain, ben le coco, et là, il crie, vous savez bien ce que c'est qu'un cochon qu'on égorge, il crie, et l'autre, en écho dans la chambre, elle hurle. Enfin, finalement, les choses se passent comme ça doit, et le cochon est transformé en viande et en... Et puis le soir arrive, il libère la gentille Pétronille qui descend et qui voit, tout a été rangé, hein, il est correct Albert, tout a été rangé, mais elle voit dans la cheminée les 4 pièces du cochon, 2 jambons et les 2 épaules. Dans la cheminée, elle dit, c'est quoi ça? Ça, c'est pour Pâques, pour Toussaint, pour Noël et pour Pentecôte. Tu t'en occupes pas. Elle est méfiante un peu. Mais bon, elle est obéissante aussi. Hein. Elle ne veut pas perdre sa place. Elle est bien là. Alors, ma foi, elle essaie d'éviter de regarder la cheminée pendant quelques jours. Et puis, la vie reprend le dessus. Il n'y a plus de coco. Mais puis c'est l'hiver, il ne fait pas très chaud. Hein. Et puis un beau jour, on frappe à la porte. Elle est en train de balayer, de ranger un peu la cuisine. On frappe à la porte. Elle entrouvre la porte parce qu'on lui a appris à être méfiante. On est dans la montagne, là, il n'y a rien autour. Hein. Et il y a un bonhomme qui est là, un espèce de chapeau de feutre sur les yeux, une espèce de houppelande plus ou moins propre, des gants qui s'arrêtent au milieu des doigts, là, on appelle ça des mitaines là-bas. Puis il dit « Bonjour ma bonne dame !»« Oui, c'est quoi que vous voulez, vous ?»« Ben, je suis sur la route, puis je voudrais quelque chose à manger, est-ce possible ?»« Oh, mon pauvre homme, vous êtes mal tombé, on est très pauvres ici, il n'y a rien à manger. »« Oh, ben quand même, ma bonne dame, un petit quignon de pain, puis un oignon, peut-être, je sais pas moi. Rien, je demanderai juste un verre d'eau. » Elle referme la porte, elle dit « Je vais voir. » Puis elle revient avec un quignon de pain et un oignon. Elle ouvre la porte, elle lui passe ça. Et à travers la porte, lui, il avise dans la cheminée, au fond, les jambons. Il dit « C'est tout. Mais pourtant, vous me dites que vous n'avez rien à manger, mais dans la cheminée, je vois... Oh, ça alors, c'est pas pour vous, puis c'est même pas pour moi. Voyez-vous, celui-là, c'est pour Pâques, celui-là, c'est pour Noël, celui-là, c'est pour la Pentecôte, puis celui-là, c'est pour tout ça. Qu'est-ce que vous me dites, ma bonne dame? Celui-là, c'est pour Pâques? Et Pâques, c'est moi. C'est moi, Pâques, je m'appelle Pâques. Il a vite flairé l'affaire, le gars. Fait qu'elle dit, vous êtes Pâques? Mais entrez! Oh bah si j'avais su, je vous aurais reçu autrement. Puis voilà, Tipa, qu'elle descend le jambon, elle lui emballe et puis elle lui donne. L'autre, il part sans demander son reste avec son jambon serré sur la poitrine et il court dans une espèce de grotte qui n'est pas très loin, retrouver ses amis qui sont comme lui itinérants et qui sont de passage dans la région. Et là, ils sont 4 en fait. Il y a 3 hommes et 1 femme. Et il explique l'affaire. Inutile de vous dire que 2 heures plus tard, on frappe à la porte de Pétronille. Oui, c'est quoi? Elle n'a jamais de visite. C'est quoi? Alors, là, c'est une femme qui est là. Bonjour, ma Pétronille. Comment vous savez mon nom? Ben, vous savez, moi, je m'appelle Pentecôte, je sais tout. Vous êtes Pentecôte? Oh, mais entrez, j'ai un cadeau pour vous. Et voilà ce nigote qui lui colle l'épaule de la Pentecôte dans les bras. La femme, elle la remercie, elle l'embrasse, elle dit, oh, ben vraiment, quand vous serez au paradis, eh ben, vous aurez 1000 fois ça, merci beaucoup. Et elle s'en va. Et à travers la journée, comme ça, ils arrivent, donc Toussaint arrive, lui, alors c'est un homme qui est particulièrement maigre et décharné, et qui dit, ma Pétronille, je suis Toussaint, j'ai entendu dire, vous êtes Toussaint, entrez. Un jambon dans les bras de Toussaint. Et le dernier à se présenter, c'est un gros bonhomme, bien pensu, une belle ceinture et une grande barbe blanche.
Toc, toc, toc. Encore? Mais j'ai jamais de visite, aujourd'hui c'est le 4e, c'est pas possible. Elle entrouvre la porte et l'autre lui dit, vous me reconnaissez? Non. Ouvrez la porte. Vous me reconnaissez pas? Mais non. La barbe, la ceinture. Mais non. Je suis le Père Noël. Oh, Père Noël. Oh, mais quel honneur, entrez. Et voilà le 4e jambon qui s'en va dans les bras du Père Noël. Fini, Coco. Coco est parti. Le soir, Albert arrive des champs crevés. Et puis, ce jour-là, il n'y a rien qui a été pour lui. Les espèces de murs en pierre sèche redégringolaient tout le temps, les moutons s'échappaient, enfin c'était horrible, c'était une journée d'enfer. Il arrive chez lui, la nuit est à peine tombée, il rentre, puis là, hein, on est au Moyen-Âge, c'est juste des bougies qui éclairent, il voit pas grand-chose, il s'assied devant sa soupe, puis il mange. Elle est en face comme ça. Elle attend pour lui dire, une femme à cette époque-là, elle ne s'apprend pas avant qu'on ait donné l'autorisation. Puis lui, il ne s'aperçoit pas qu'elle est énervée comme ça, il mange. Puis au bout d'un moment, il y a comme quelque chose qui lui attire l'œil du côté de la cheminée. Il y a quelque chose d'inhabituel dans son champ, là, de côté. Il regarde la cheminée. Alors il regarde Pétronille qui est en face, qui dit « Pétronille, qu'est-ce qui s'est passé? Ils sont venus! Ils sont venus! Ils sont venus les chercher! » Qui ça? Et elle raconte toute l'histoire. Alors là, Albert a compris pourquoi on l'avait mise en garde contre Pétronille, qui n'était pas tout à fait finie, etc., etc. Mais il l'engueule évidemment, il lui dit écoute, toute la viande de toute l'année a disparu là, il n'ose même pas lui expliquer c'est quoi l'erreur, parce qu'elle ne comprendrait pas. Elle est tellement fière, elle est tellement contente, elle a l'impression d'avoir rempli une mission. Et qu'il comprend que là, il va falloir faire avec, ou faire sans. Alors elle réfléchit toute la nuit, puis il se dit quand même sa tarte aux prunes. Il fait chaud dans la maison quand je rentre, la soupe est prête, le pain est enfourné, tout. Ah, je vais la garder. Puis ma foi, c'est comme ça qu'il la garde. Et puis un jour, en revenant sur le chemin, là, il trouve une sacoche, mon ami, une sacoche en cuir, une sacoche épaisse en cuir, là. Et il essaie de l'ouvrir. Il n'y arrive pas vraiment, c'est une sacoche qui est vraiment bien clavée. Mais à force de tournicoter autour de la serrure, il arrive à soulever le couvercle et ce qu'il voit dedans. Oh! Et tu vois, c'est des pièces d'or. Des pièces d'or jusque presque à ras mort. Fait qu'il referme ça vite fait. Et puis il essaye de rentrer dans la maison discrètement avec sa sacoche. Évidemment, Pétronille, qui est curieuse comme une belette. Hé, c'est quoi ça? Ça? C'est une espèce de sacoche que j'ai trouvée, il y a de tout dedans. Alors elle la trappe comme ça, là, puis elle la secoue, ça fait un bruit, il dit, tu vois, c'est des cailloux là-dedans. C'est nul. C'est tellement nul que je vais le foutre derrière, là-dedans. Je le brûlerai. Et il va dans le bûcher, il la cache. Mais il se dit, elle est tellement bête, parce qu'il a compris qu'elle était très bête, qu'il faut que je prenne des précautions. Fait que dans la nuit, il va préparer ses affaires et le lendemain matin, il lui dit ma belle Pétronille, ce matin, il faut que je t'explique qu'aujourd'hui c'est une journée très particulière. Tu ne le sais pas, mais dans la montagne, on a des journées très bizarres. Il y a des journées où les animaux changent de place. Aujourd'hui, on va aller relever les collets, on va aller relever les lignes, on va aller voir, on va chasser, on va essayer de tuer les animaux, puis tu vas voir, aujourd'hui c'est une journée où les animaux changent de place. Comme de fait, ils descendent dans la journée, elle prépare le pain, l'oignon et le fromage, et ils descendent passer la journée dans la nature. Première visite, les cannes à pêche. Tiens, vas-y, retire la canne à pêche qui est là, elle sort un lièvre. Albert, j'ai pêché un lièvre. Oui, je te l'avais dit. Je te l'avais dit que les animaux changent de place. Regarde, 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 regarde. Je tire là dans l'arbre. Il tire, paf, un poisson qui tombe de l'arbre. Oh! Albert! Mais j'y croyais pas, mais là je te crois. Tiens, viens, on va aller relever les collets à l'entrée du terrier. Un gros oiseau pris là. Fait que là, il rentre à la maison et elle le croit. Elle dit, mais je savais pas moi au village, mais ça se passe pas comme ça au village. Non, ça se passe pas comme ça au village, parce qu'ici on est dans un endroit particulier. Et tu vas voir,
Demain aussi, malheureusement, la journée de la pêche où les animaux changent de place est suivie par une journée encore plus particulière. Je t'en parle pas maintenant parce que tu vas mal dormir, mais demain matin, tu vas voir. Et le lendemain matin, il lui dit, voilà, vois-tu, les nuages là, les nuages vont arriver et s'étendre au-dessus de la ferme, ça va être atroce. C'est tous les ans pareil, je le sais. Et là, des nuages vont tomber, des vieilles casseroles, des vieilles gamelles, des vieux verres, tout ce que tu peux imaginer de dégueulasse, qui est pourri, et ben ça va tomber dans la cour. Mais non, c'est pas possible, Albert, je t'assure. Alors évidemment, comme c'est dangereux pour les toits, il faut qu'on se cache sous les cuveaux dans la cour. Il installe 2 énormes cuveaux, un pour lui, un pour elle, et il se glisse dessous. Albert, j'ai la truffée noire. Chut, Pétronille. Chut, attends. Ne t'inquiète pas, je suis là, et dès que la tempête sera passée, je te le dirai, mais pour l'instant, tu ne bouges pas. Oh, les peurs, Albert. Chut, ne t'inquiète pas, je suis là. Puis hop, il file dans le grenier, et là, depuis le grenier, il balance toutes les vieilles cuvettes, toutes les vieilles casseroles, tout ce qui était entassé dans le grenier, il balance ça dans la cour, et puis quand il a fini, on entendait la brave Pétronille sous son cuveau. Albert, c'est affreux, Albert, j'ai peur. Il redescend, il lui dit, chut, 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 attends, il faut attendre au moins 5 minutes pour être sûr que c'est fini. Oh Albert, c'est affreux, mais qu'est-ce qui s'est passé? Au bout de 5 minutes, Albert sort et lui dit, c'est fini, tu peux sortir. Elle sort de là, quand elle voit l'état de la cour, des vieilles gamelles, des vieilles casseroles, des vieilles cuvettes percées, tout est là dégueulasse. Mon Dieu, Albert, ben heureusement qu'on était sous un pivot. Oh, mais quelle horreur! Ma pauvre, mais c'est pas grave, tous les ans, moi j'ai l'habitude, hein. Hop, on ramasse tout ça et hop au grenier. Fait que, ils font ça. Il n'a pas fait ça pour rien, Albert, mais pas du tout. Quelques jours plus tard, un policier arrive dans la ferme. Eh bonjour, monsieur Albert, bonjour. Bonjour, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que vous avez une inquiétude? Eh oui, mon brave Albert, il y a le collecteur d'impôts qui a perdu sa sacoche sur la route. Vous l'auriez pas vu par hasard? Moi? Une sacoche? Oh là là, pas du tout. Hein. Mais Pétronille, elle lui donne un coup. Évidemment, hein, elle parle pas comme ça, son Albert. La sacoche. Bon, pas vu de sacoche, moi. Le flic dit, le policier dit, qu'est-ce que vous voulez dire, Madame Pétronille? Quelle sacoche? Albert, parle-lui de la sacoche que tu as trouvée. Mais j'ai pas trouvé de sacoche, moi, qu'est-ce que tu racontes? Qu'est-ce que c'est qu'elle veut dire, monsieur Albert, avec la sacoche? Je sais pas, alors elle invente, vous savez. Ma femme, elle n'est pas tout à fait finie, vous la connaissez, hein? Qu'est-ce que vous voulez dire, Madame Pétronille, avec cette sacoche? Quand est-ce qu'il l'a trouvée? Albert, tu l'as trouvée la veille du jour où les animaux changeaient de place, tu t'en rappelles? On a pêché un lièvre ce jour-là, on a ramassé un oiseau à l'entrée du terrier, dans le collet, et tu avais même tué un poisson dans l'arbre. Alors, Albert, il regarde le policier qui lui fait. Vous avez compris? Mais Albert, écoute, c'est l'avant-veille du jour où l'orage, tu te rappelles l'orage où il est tombé des gamelles, des vieilles cuillères, des fourchettes? C'est l'orage horrible là. Alors Albert, il regarde le policier du fait. Le policier, il regarde Albert du fait. Mon pauvre Albert, je te plains beaucoup. Bon, ben merci. Si vous n'avez pas trouvé de sacoche, oh ben Albert quand même. Bon. Lui, le policier s'en va et Albert se dit, mon Dieu, que j'ai eu une bonne idée. Oh Dieu, attends. Donc il est content de son histoire et il retourne, la vie recommence normale. Jusqu'au jour où un colporteur passe dans la région, passe devant la ferme, s'arrête et va frapper à la porte de Pétronille. Madame Pétronille, je suis le colporteur. On n'a besoin de rien, on n'a pas d'argent. Oh, Madame Pétronille, regardez l'état de votre tablier, vous avez bien besoin d'un petit coupon de tissu. J'ai tout. Venez voir. Fait qu'il commence à lui montrer. Pétronille, c'est une femme comme les autres, elle a beau être misérable. Quand même, tout ce qu'elle lui montre, ça lui fait envie. Elle pense quand même aux pantalons de son mari qui sont un peu éculés, son tablier qui est pourri, il y a la vieille vaisselle ébréchée. Elle commence un peu à rêver.
Ben, finalement, elle lui dit, vous savez, monsieur, je peux rien vous acheter, j'ai pas d'argent du tout. Vous n'avez pas d'argent, mais vous avez bien quelque chose à me donner en échange. On n'a rien, on est tellement pauvres. Quoique, mon mari a trouvé une vieille sacoche l'autre jour. C'est peut-être pas grand-chose, c'est peut-être juste un... Ça avait l'air d'être du beau cuir quand même. Peut-être que pour ce beau cuir, vous pourriez me donner un peu de vaisselle, un peu de tissu. Et elle s'en va fouiller dans le bûcher. Elle trouve la sacoche. Elle l'amène. Le bonhomme, c'est que des cailloux qui sont dedans. Monsieur le colporteur, si vous voulez la prendre juste pour le cuir, ben ma foi, l'autre, à force de trafiquer, il arrive à l'ouvrir. Ce qu'il voit dedans, l'incite à la refermer rapidement et il lui dit, Madame Pétronille, c'est du très beau cuir. Je sais, c'est des cailloux qui sont dedans, mais si vous voulez, pour cette sacoche, parce que c'est vous, je vous donne tout. La mule, la carriole, la marchandise, je vous donne tout. C'est vrai, vous feriez ça pour moi? Pas de problème. Et il lui laisse tout. Et là, il ne manque pas son reste, il s'en sauve. On fait que, quand Albert rentre le soir, puis qu'il voit tout ça étalé dans la cour, parce qu'elle est tellement fière, elle a tout étalé dans la cour. C'est quoi ça? Oh Albert, si tu savais, c'est une affaire extraordinaire que j'ai fait. J'ai eu tout ça pour cette vieille sacoche que tu avais trouvée. T'as fait ça? Alors là, il décroche. Il dit là, il n'y a rien à faire avec cette femme-là. Il est tellement en colère, il monte dans la chambre, il fout toutes ses affaires dans un sac de marin. Et il dit non là, Pétronille, non, là je peux plus là. Mais pourquoi Albert, qu'est-ce que j'ai fait? Mais tu te rends compte tout ce qu'on a là pour juste une vieille sacoche? Non, je peux plus là, je suis désolée. Puis elle ne comprend pas. Et il commence à partir sur la route. Elle le suit, attends-moi Albert, je vais aller avec toi, qu'est-ce que je vais faire ici toute seule? Non, non, laisse-moi tranquille. Non, je veux venir avec toi. Bon, écoute, fous-moi la paix, je veux plus te voir. Tire la porte sur ton dos et suis-moi, mais je veux plus te voir. Fait que, il marche comme ça, l'un derrière l'autre. Puis, il remet, lui, il a son sac de marin sur le dos, puis il râle, il dit, c'est pas possible, une femme si belle. Puis Albert, attends-moi, tu marches vite. Oh fou, je veux plus te voir, je te l'ai dit, reste derrière. Et il marche. À un moment donné, il rentre dans un bois. Et puis là, dans le bois, il fait noir, mais ils entendent quand même des galops de chevaux qui s'approchent. Et tout d'un coup, ils se rendent compte que c'est des brigands. Parce qu'à cette époque-là, les brigands Albert a tellement peur qu'il monte dans un arbre. Pétronille, voyant qu'il monte dans un arbre, monte dans un autre arbre. Et ils sont là tous les deux, cachés, silencieux. Les brigands arrivent dans le bois. C'est des brigands qui viennent de brigander. Ils ont des mules chargées de plein de brigandage. Et ils s'arrêtent là, sous les deux arbres d'Albert et Pétronille. Et puis, ils débattent les mules, puis ils s'installent pour un bivouac. Et là, il y a Pétronille, au bout d'un moment, qui dit « Albert, je peux plus. » « Mais qu'est-ce qui t'arrive? Tu peux plus quoi? »« Je peux plus me retenir, j'ai envie de faire pipi. »« Mais tu peux pas, ils vont nous voir, ils vont nous tuer. »« Oui, mais je peux plus. » Et en bas de l'arbre de Pétronille, il y a le chef des brigands qui est assis. Retiens-toi, je peux plus. Oh, je pisse. Et elle pisse. Et à ce moment-là, le brigand, on vient lui servir son plat de salade. Il est un peu bête aussi, il lève la tête. Hein? Il n'y a pas mon Dieu qui m'envoie de l'huile. Pas de problème. Quelques minutes se passent en silence. Albert est terrorisé et tout d'un coup il entend « Albert, je peux plus. » Il ne peut quoi encore? Je peux plus me tenir. Mais quoi? Qu'est-ce que t'as? Je vais faire caca. Ah non, et là, dans la salade, l'autre, ah, il n'y a pas mon Dieu qui nous envoie la moutarde. Là, ils sont terrorisés parce qu'ils se disent, lui, il est bête, mais les autres, est-ce qu'ils sont assez bêtes? Ils sont assez bêtes. Et à un moment donné, il entend, je ne peux plus la tenir. Tu peux plus tenir quoi? La porte. Tu m'as dit tirer la porte sur mon dos, sur le dos, puis elle glisse. Oh, retiens-la. Retiens-la, c'est sûr, ils vont nous tuer. Et là, à ce moment-là, la porte qui glisse du dos de Pétronille
chef des brigands, qui à ce moment-là ouvrait la bouche pour manger, clac, il coupe la langue, il se met à saigner de partout. Les autres brigands voient ça, croient que c'est une punition de Dieu. Tout le monde s'en va, se sauve en hurlant. Albert et Pétronille descendent de leur arbre, voient tout ce qui est là, les mules, tout ça, le brigandage. Hop, ils rassemblent tout ça et ils rentrent à la maison. Évidemment, de ce jour-là, leur vie s'est écoulée plus tranquille parce qu'elle n'a plus eu rien à faire. Ils étaient assez riches pour se payer des servantes et ils ont été heureux certainement. Dire qu'ils ont eu beaucoup d'enfants, j'en sais rien, mais ils ont eu au moins un et j'ai bien peur d'avoir compris que c'était mon ancêtre. Voilà, mon ancêtre, puisque c'est de lui que je connais cette histoire. C'est Guillaume qui veut nous en chanter encore une petite une dernière, et puis après, bah, ma foi. C'est le micro, lui. C'est un micro, oui, c'est lui. À Jerry, on va peut-être ramasser la sacoche. La sacoche, c'est un chapeau chez nous. Mon grand-père vous a donné. Elle a dû être dépensée depuis. Ben, avant de vous en faire une petite dernière, je veux dire un gros merci à Claire-Lise et Robert de m'avoir invité à partager ces petites choses-là avec vous autres. Je veux dire aussi un merci à, vous avez vu mon look? Bordeaux Tremblay, c'est mon commanditaire dans Charlevoix. C'est une compagnie de construction, rénovation, excavation. Bordeaux Tremblay sur Google, il n'y a aucun problème, vous pouvez trouver ça pour faire un petit peu toutes sortes de choses, encourager ce monde-là, puis vous les encourager à m'encourager. Puis un gros merci à toutes vous autres. On y a avec une toune qui a été reprise par les charbonniers, qui vient du répertoire familial. Il y en a une petite version très courte sur un disque que mon grand-père a participé, qui s'appelle Acadie et Québec. En faisant des petites recherches aux archives de folklore, je me suis rendu compte que mon arrière-grand-mère en savait un petit peu plus. Mais elle n'avait pas la chanter souvent parce que certains moments donné, elle a un blanc et la collecte s'arrête là. C'est une pomme qui se lève bon matin du guédin. Elle s'en va pour moulin pour y faire son grain. À la main avec un garçon chaud. Et l'enfant tout sort sur la ligne du moulin, sur la belle du moulin, sans tout le monde, tout le monde, elle s'en va au moulin pour y faire son grain de guédin. Ton grain n'est pas sec, il emportera mon moulin, caramam avec un caramam pour moi. Et l'enfant aussitôt sort sur la ligne du moulin, sur la vallée du moulin, sans tombeau, du moulin, tout mon grain, du moulin, tout mon grain. Ton grain, il n'est pas sec, il emportera mon moulin du guédin. Tu reviens demain, un petit peu plus matin, caramam avec un caramam pour moi. Et l'enfant aussitôt sort sur la ligne du moulin, sur la vallée du moulin, sans tombeau, du moulin, tout mon grain, mon grain. La belle s'est endormie en sur petite tête du moulin du guédin. Réveillez-vous la belle, votre petit sac qui est plein, caramam avec un caramam pour moi. Et l'enfant aussitôt sort sur la ligne du moulin, sur la vallée du moulin, sans tombeau, du moulin, mon grain, mon grain. Réveillez-vous la belle, votre petit sac il est plein du guédin. Qu'est-ce que moi c'est ma mère, donne-moi mon petit sac plein du guédin, caramam avec un caramam pour moi. Et l'enfant aussitôt sort sur la ligne du moulin, sur la vallée du moulin, sans tombeau, du moulin, mon
moulin, moulin. Ah,